Le karma. Je me pose souvent la question de savoir si tous ceux qui réussissent dans la vie sont passés par des épreuves difficiles. Je ne crois pas. Parce que j'entends souvent dire, certaines personnes sont nées avec une cuillère en or dans la bouche. Tout est à leur disposition dès leur naissance. On a tendance à penser que lorsqu'on a de l'argent, on a le bonheur. Pas forcément. Moi, j'en connais qui sont malheureux malgré leur aisance et d'autres qui sont heureux avec très peu d'argent. Il m'arrive de spéculer ainsi. Cependant, laissez-moi vous dire que le fait de spéculer m'a aidé à penser à plusieurs scénarios de ma vie. Figurez-vous que mon rêve à 14 ans, c'était de faire la une de tous les tabloïds du pays avec une manchette du genre. Elle tue son père de sang-froid sans remords. J'imaginais la tête que feraient tous les lecteurs face à un tel titre. Je rêvais tellement de ce moment. Je ne craignais pas non plus la prison car vivre aux côtés d'un père comme le mien me paraissait pire que la prison. Mon histoire, je vous la raconte et vous comprendrez mes intentions. J'ai vécu avec un père rustre, arrogant, antipathique et méchant. Je pèse bien mes mots. Je ne sais pas dans quelles conditions il a épousé ma mère, mais il la battait pour si peu. Mon frère et moi étions effrayés par ses coups de gueule et coups de poing contre maman qui se tenait toujours loin lorsqu'elle lui adressait la parole. Tout ce qu'elle disait ou faisait le mettait en colère. Il lui lançait toutes sortes d'objets lorsqu'il était mécontent. À maintes reprises, ces projectiles nous atteignirent comme nous n'étions jamais loin de notre mère. Nous vivions nos meilleurs moments quand il était absent. Pourtant, papa avait une situation des plus enviables. Nous ne manquions de rien. Nous allions à l'école en voiture conduite soit par lui, soit par des chauffeurs. Ce que je retiens de cette époque, c'est que papa était très jaloux. Il refusait que maman travaille. Elle ne devait pas sortir sans sa permission. Elle n'avait non plus le droit de recevoir des amis sans son accord. Je ressens encore le fait que cela me faisait devoir traiter ainsi maman lorsqu'il était en colère, se dirigeant à grands pas vers maman du haut de son 1,90 m pour un poids de 95 kg. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que l'alcool a eu une grande part dans ce déchaînement de violence. Maman était devenue maladroite à force de l'éviter. Elle pleurait bien plus qu'elle ne riait dans son foyer. Elle se précipitait chaque fois pour couvrir les maladresses de son mari. Pour autant, elle n'osait jamais lui tenir tête. Lorsque j'ai eu 8 ans et Maël 4 ans, maman nous a enfermés dans la chambre et nous a dit « Je pars d'ici. Non parce que je ne vous aime pas, mais je pars pour ma vie. Si je reste, je n'aurai certainement pas la chance de vous voir grandir. Votre père finira par me tuer. Aïda, tu es mon aîné, prends soin de ton frère. Un jour, nous nous reverrons. » À ces mots, Maël et moi fondîmes en larmes et lui proposâmes de nous emmener. Maman nous rassura que papa n'oserait jamais s'en prendre à nous car nous étions tout pour lui. Elle nous serra dans ses bras tendrement avant de sortir de la maison sans ses effets personnels. Ne la voyant pas le soir, papa devint fou. Il la chercha partout sans succès. Il hurla qu'il la tuerait s'il la retrouvait. Des jours, des semaines, puis des mois sont passés sans que maman ne refasse surface. Elle était bien décidée à ne plus subir les affres de son indigne époux. Au fil du temps, nous nous habituâmes à son absence. Je prenais soin de Maël, papa devint moins colérique. Cependant, il montrait une image austère de lui. Rien ne lui faisait plaisir lorsqu'il rentrait du bureau avec des friandises pour nous. Nous avions des craintes à cause de son caractère imprévisible. Après le départ de maman, il souhaita que Maël et moi dormions à ses côtés sur son grand lit de 3 places. J'avoue que cela m'a fait plaisir. J'espérais tant qu'il s'adoucisse afin que maman revienne. Mais je m'étais profondément trompée sur les vraies intentions de papa. Une fois Maël endormi, papa se mettait à me caresser tout le corps, de la poitrine aux parties intimes. Je ne comprenais rien à ce jeu et, à 8 ans, cela ne me dérangeait pas vraiment, surtout que c'était mon père. Cet exercice récurrent ne m'empêchait pas de m'endormir. Bien au contraire, c'était un stimulant. Plus tard,
Papa se masturba et éjacula sur moi. Il fit ainsi comme pour me le faire oublier. Lorsque j'eus mes 14 ans, papa a finalement franchi le Rubicon en me pénétrant. C'était dégoûtant et douloureux. J'étais en 4e et jusque-là, je n'avais jamais osé me rebeller ni en parler. Je savais juste que ce tact n'était pas correct. Un jour, dès qu'il nous a déposés à l'école, je me suis enfuie. Je me suis retrouvée sous le pont Félix Houphouët-Boigny, au milieu des sans-abri et des voyous. Je passais ma première nuit à la Belle Étoile. J'avais faim. Mes tuteurs d'un soir partageaient leur repas avec moi. Le lendemain, après avoir erré ça et là dans le plateau, je suis retournée au même endroit, espérant profiter encore une fois du gîte et du couvert à moi offert la veille. L'un des bienfaiteurs de la veille me fit comprendre que cela ne pouvait plus se faire gratuitement. J'acceptai donc de coucher avec lui pour un plat de spaghettis et un morceau de pain. Les jours qui ont suivi, ce fut pareil. Je le faisais pour ma survie. Pour bénéficier de plus d'attention, de sécurité et de respect, je dus coucher avec le chef. Cela me valut une attention, une certaine notoriété et quelques billets de banque. Je compris très vite que je faisais de l'effet aux hommes. J'ai donc commencé à me prostituer pour survivre. Des rues sombres du plateau, je me retrouvais en zone 4. Là-bas, je gagnais beaucoup plus d'argent en monnayant mes charmes. Mon physique svelte et mes rondeurs attiraient ces hommes avides de relations torrides et de sensations fortes. Avec quelques copines, nous avons loué une maison en zone 4. Nous y vivions à 4. Je ruminais toujours ma vengeance. Il m'arrivait de penser à mon frère Maël. Je me demandais bien ce qu'il était devenu. J'espérais tant que la rue me donne le cran nécessaire pour tuer mon père. Au-delà de tout, je pensais très souvent à ma mère. Où pouvait-elle bien se trouver? Me demandais-je sans cesse. Je n'avais aucun projet pour l'avenir. Tout ce que j'entreprenais était pour le court terme. Je pensais fermement que quand j'aurais fait la une des journaux après le meurtre de mon père, ma mère se sentirait enfin libre de sortir de sa cachette. Et après mon séjour en prison, nous pourrions vivre en paix, maman, Maëlle et moi, alors je passerai à autre chose. Dans la recherche de ma pitance quotidienne, j'entrai en contact avec un circuit de prostitution de luxe. Certains proxénètes nous mettaient en relation avec de gros clients de passage à Abidjan. C'était bien payé. Il fallait simplement fournir des photos assez osées pour aguicher les clients qui avaient le choix entre tant d'autres. Mon premier client de ce nouveau style fut un Américain qui travaillait dans le pétrole. Il venait de perdre son épouse. Je lui tins compagnie pendant 10 jours. C'était la première fois que je m'attachais autant à un homme. Il était très disponible, il s'ouvrait à moi et voulait tout savoir de moi. Je lui fis part de mon intention de tuer mon père. Je lui révélai que j'avais déjà tout planifié pour le faire. Seulement, mon père n'habitait plus au même endroit. Et d'après ce que j'avais appris, Maël avait également quitté la maison. Alors, j'ai sollicité quelques amis pour m'aider à le localiser et me permettre de mettre mon plan à exécution. Jason, mon nouvel ami, eut de la compassion pour moi. Il essaya de me convaincre que cela n'était pas la bonne démarche, mais j'étais déterminée. Avant son départ, il me dit qu'il comptait garder le contact avec moi. Il me supplia de ne plus me prostituer. J'acceptai car pour la première fois de ma vie, j'avais des sentiments pour quelqu'un. Il avait 38 ans et moi 22. 2 mois après, Jason est revenu à Abidjan. Nous avons passé 1 mois à Assini. Il m'a épousée et m'a emmenée avec lui en Californie. Je vis une vie de reine après toute cette tempête. Je pense très souvent à mon père, à ma mère et à Maëlle. J'ai lancé des avis de recherche pour eux sur différents réseaux sociaux. Récemment, les amis que j'avais sollicités au pays dans le but de retrouver mon père m'ont envoyé une coupure de presse sur WhatsApp avec la photo de papa. Au bas de la photo, il était écrit « Lynché à mort par une foule en colère pour avoir violé une fillette de son quartier. » Quel soulagement! Honnêtement, je n'aurais pas eu le cran de passer à l'acte planifié. Aujourd'hui, j'ai un époux formidable et de magnifiques enfants. Je n'allais tout de même pas gâcher ma vie pour ce monstre, Dieu soit loué.
Ainsi s'achève notre histoire. Que de vies gâchées. Il a gâché non seulement sa vie, le père de Maël, la vie de la jeune fille et la vie de sa femme qui a dû partir en catimini et qui jusque-là n'a jamais revu ses enfants. Quand on lit l'histoire, il semble qu'elle n'est plus revenue car sa fille la recherche et son fils qui est dans la nature, on ne sait ce qu'il est devenu. Mais comme on le dirait, le karma ne nous lâche jamais. Après avoir battu sa femme presque à mort, il a continué à violer sa petite fille de 14 ans continuellement jusqu'à ce qu'elle quitte le domicile. Et comme on dit toujours, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il allait continuer son mal en allant violer une petite fille. Et là, comme on dit, le karma qui rattrape, il fut lynché à mort. Ainsi s'achève la triste vie de ce monsieur immonde qui a gâché la vie de 3 personnes. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Pensez-vous qu'ils vont se retrouver, elle, sa mère et son frère, dans la suite? J'attends vos avis et vos commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt.